Voici Gérard Miller. Gérard Miller. Alors, Gérard Miller, vous connaissez Serge Lama, Oui. vous connaissez Yvan Attal, vous Oui. avez vu son film, il faut aller voir son film. Je l'ai vu et j'en ai Excellent. dit plein de bien. Plein de bien chez Ruquier. Absolument. Et vous avez raison, c'est un film excellent, je le recommande encore une fois. J'aime bien ici, moi. Sur tous les plateaux, on dit du bien de vous. Ouais, c'est vrai, hein, tout le monde dit du bien de ce film, c'est vrai. Ouais. Et Noémie Lenoir, donc. Écoutez, j'avais deux objectifs dans la vie, voir le film d'Yvan Attal. Je l'ai réussi et rencontrer Noémie Lenoir pour déjeuner avec elle. Surtout Gérard, qu'elle a quitté New York pour s'installer à Paris, Oui. donc maintenant tout est possible. Donc Gérard Miller, vous êtes psychanalyste, docteur en sciences politiques, prof de philo, je dis ça parce que quand même c'est bien, hein, prof de philo à l'université Paris 8, hein, vous faites de la radio, vous faites de la télé, mais vous êtes aussi auteur et vous publiez chez Stock un livre qui s'appelle Minoritaire, vous savez comment on fait. Ah, merci Yvan. Ah, je vois qu'Yvan Je Attal le fais pour la première fois et pour ma fille Coralie qui m'a dit « Papa, cette fois vraiment, ne C'est fais pas gentil. ton intéressant, Ouais. fais-le. Donc Ouais. je l'ai fait pour Ouais. elle. Il y a Edwy Plenel qui fait ça, avec le poing comme ça. Il y a Marc-Édouard Nab qui fait « je le ferai jamais ». Enfin, on peut accommoder. Votre livre Minoritaire, c'est une façon de vous exprimer au-delà de ce que vous appelez le furibond professionnel des médias. C'est comme Vous voulez- ça que quelqu'un m'a appelé un jour dans un journal, j'ai trouvé ça marrant et je l'ai repris, oui. Oui, oui. Mais vous voulez sortir de cette image pour montrer... Non, mais ça me va bien d'être le contestataire Ouais. attitré de la télévision, c'est pas un rôle désagréable, mais Pas enfin, du tout. il y a peut-être d'autres explications à donner, c'est ce que j'ai voulu faire. Tout à fait. Alors vous revenez sur votre parcours intellectuel depuis le cours élémentaire 2 jusqu'à la télé, en passant par le maoïsme et la psychanalyse. Et vous dites effectivement, j'aurais pu écrire en exergue, on a toujours raison de se révolter. Mais oui, pas changé. Alors votre esprit de contestation commence à la première rédaction. Vous décidez de raconter une histoire à dormir debout et de l'écrire comme si elle était vraie. Et ça vous procure immédiatement les félicitations et les considérations non seulement du prof mais de toute la classe. Est-ce que ça s'applique à ce livre? Je me suis demandé ça. Je me suis dit, il est tellement malin, Gérard Miller, que comme sa première rédaction, il a écrit n'importe quoi, mais très bien, et tout le monde a dit c'est génial. Est-ce que dans ce bouquin, vous dites la vérité, toute la vérité? Oui, j'ai appelé ça une fiction autobiographique, c'est-à-dire que je dis la vérité sans m'attacher à chaque détail, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ma première rédaction pipotée, qui m'avait valu une très bonne note et la considération de mes compagnons de classe, m'avait très embarrassé. Je m'étais dit, mais comment c'est possible? Il suffit de dire quelques phrases un petit peu bien tournées et aussitôt les gens sont là, fascinés à vous écouter, à vous croire. Ça m'a servi de leçon plutôt. Oui. Alors, quand vous créez cette association, c'est formidable, il a créé une association de défense des personnages de fiction. C'est-à-dire qu'il s'est aperçu que dans les romans, il y avait des gens qui étaient très maltraités. Avec deux copains de classe, vous créez l'association de défense des personnages de fiction. C'est vrai, ça? Mais oui, oui, C'est absolument. extraordinaire comme histoire. Et notre idée, c'était de réécrire un certain nombre d'histoires. Alors, on avait commencé par la plus simple, qui était la petite marchande d'allumettes. On trouvait que c'était indigne que cette petite fille ait aussi froid, qu'elle ne vende pas une seule allumette, qu'elle finisse par mourir. Et donc, on avait changé la météo. Il faisait déjà meilleur temps à Noël. On avait proposé aux gens de s'arrêter, au contraire, pour acheter ces allumettes. Évidemment, on n'était pas de très bons écrivains, mais on était plutôt idéalistes. Et un jour, vous découvrez que Jean-Paul Sartre avait écrit la même chose. Exactement, parce que Jean-Paul Sartre a écrit Dans un sa lettre célèbre à Mauriac, texte, voilà. ouais. Il dit un moment à Mauriac, écoutez, c'est pas comme ça qu'on écrit des romans, vous n'avez pas le droit d'être aussi dictatorial avec vos personnages, ils doivent avoir une certaine liberté, et je découvrais finalement que ces idées farfelues d'enfance, eh ben Sartre les reprenait pour défendre la liberté dans le roman. Donc vous j'étais étiez plutôt content. sartrien avant de connaître Sartre, Voilà. voilà. Déjà, il y avait tout un futur qui se dessinait là. Alors le scoop du livre, c'est que vous savez hypnotiser. Ah oui, faites gaffe vous, parce que... un jour, Gérard Miller tombe sur le manuel de l'étudiant magnétiseur dans un grenier, et vous essayez avec votre petit copain Nicolas, et ça marche. Et vous parvenez, encore mieux, à faire oublier son prénom à Miranda, qui était la plus jolie fille de la classe. Alors ça, c'est absolument exact. Et C'est vrai, ça. Je n'ai jamais pratiqué l'hypnose, je le précise toujours, avec des patients, puisque la psychanalyse a abandonné définitivement l'hypnose. Et je ne conseille à personne
de pratiquer l'hypnose pour des raisons thérapeutiques, mais il n'y a rien de plus passionnant de voir des expériences d'hypnose et de voir la facilité avec laquelle on peut, en quelques instants, paralyser un bras, donner à quelqu'un le sentiment de voler, ou d'autres choses tout aussi étonnantes a priori, lorsqu'on pratique l'hypnose. Et j'ai souvent fait à l'université un cours sur ce qu'on appelle la généalogie de la psychanalyse, c'est-à-dire la naissance un petit peu de la psychanalyse. Charcot, Mesmer, tout ça. Charcot, en effet. Et je montrais aux étudiants comment il y a chez chacun de nous une sorte de suggestibilité à fleur de peau. Et qu'en quelques instants, on arrive à provoquer des effets de suggestion absolue. Ouais. Vous pouvez provoquer quoi comme effet, par exemple? Ceux que je décris dans le livre, c'est-à-dire les effets les plus simples, c'est en effet des paralysies, des sentiments par exemple, de boire de l'eau quand on n'a strictement rien dans la bouche ni dans la main, des sentiments très étranges. Ce qui fascinait Freud, et c'est ce que je raconte dans le livre, c'est ce qu'on appelle les suggestions post-hypnotiques. C'est-à-dire que vous hypnotisez quelqu'un, et sous hypnose, vous lui dites dans 1 heure, dans 2 heures ou dans 3 heures, peut-être éventuellement plus, moi je l'ai fait au maximum sur 3 heures, à un moment donné, quand je dirai le mot champignon, vous aurez l'envie de vous asseoir par terre, où que vous soyez. Et 2 heures, 3 heures plus tard, lorsque vous prononcez le mot champignon, je prends cet exemple-là, la personne ressent irrésistiblement l'envie de faire ça. Et ça fascinait Freud de savoir pourquoi quelque chose qu'on mettait finalement dans l'esprit à un moment donné pouvait agir comme ça 2 ou 3 heures plus tard. Comme les médicaments ont un effet retard. Oui. Exactement. Et ça bouleversait la conception qu'on a du cartésianisme, puisqu'en général, dans le cartésianisme, on dit quand la cause cesse, l'effet cesse. Ouais. Et là, la cause n'est plus là, et pourtant, il y a un effet qui continue. Et j'ai fait un certain nombre d'expériences post-hypnotiques comme ça, qui sont assez intéressantes. Ça vous intéresse, ça, je sens. Hein? Oh oui. Hein? Ça m'a toujours intéressé. C'est son côté, sa mère est de la Réunion, c'est son côté vaudou. Vous voyez, vaudou, marcher sur le feu, très rationaliste. C'est très rationaliste, l'hypnose. Vous en faites encore, hein, sérieusement? J'en fais absolument pas pour des raisons thérapeutiques, je vous l'ai dit. J'en fais lorsqu'on m'en demande, plutôt amicalement. Mais Laurent Ruquier, par exemple, on part souvent en vacances les uns avec les autres. Je crois que je peux le dire parce qu'on connaît Sophie Forte, qui est une chanteuse brillante, comédienne brillante. Et Sophie, je l'avais notamment hypnotisée devant Laurent et devant tous les copains qui étaient là ce jour-là. Vous avez fait quoi après? Non, c'est en tout bien, tout honneur. Ne craignez rien. D'accord. Donc à 16 ans, vous rentrez dans les jeunesses communistes et rapidement, vous devenez dissident, mais c'est normal, vous êtes un dissident né, et vous choisissez la dissidence chinoise, et vous dites d'ailleurs assez joliment, hérétique avant même d'avoir été orthodoxe. Alors voilà, vous précisez bien, vous étiez maoïste et pas trotskiste, parce que le maoïsme, c'est un peu plus olé olé, vous dites quoi, c'est un peu plus rock'n'roll. C'est les gauchistes sympas, les maoïstes? Ceux auxquels j'appartenais n'étaient pas les plus drôles, il y en avait encore des plus drôles que nous. Mais c'est vrai qu'on n'était pas comme les trotskistes, c'est-à-dire qu'on n'avait pas l'idée qu'on était une avant-garde, qu'on allait construire un monde meilleur. On était vraiment anti-autoritaire. Et si on se réclamait de Mao, il faut peut-être le préciser, c'était pas parce qu'on était fasciné par la trique chinoise ou par les méthodes du gouvernement chinois, c'est parce qu'il nous semblait qu'il n'y avait rien de plus révolutionnaire à l'époque que de se réclamer de la Chine. Et donc dans le maoïsme, c'était une façon d'être le plus extrémiste possible. Et c'est vrai qu'on était assez violents, on a mené des actions violentes, mais c'était toujours des actions plutôt symboliques que des actions. Jamais on a mis une bombe, jamais on a tiré sur quelqu'un ou quoi que ce soit de ce genre-là. En fait, vous agitiez le petit livre rouge devant les bourgeois comme un chiffon rouge devant un taureau, c'est ce que vous dites. Alors évidemment, distribution de tickets de métro gratuits, sympa. Volé et ensuite distribué à la population. Sympa. Redistribution des produits de chez Fauchon aussi, qui est resté célèbre dans l'histoire. Et vous dites on ne recevait jamais d'ordre de Pékin. Alors ça, c'est important à préciser parce que, incontestablement, dans l'histoire du Parti communiste français, les liens avec Moscou étaient très étroits. Il y avait des agents de Moscou qui venaient donner des ordres à Paris, il y avait de l'argent qui circulait. Et nous, je peux dire que l'immense majorité des maoïstes n'ont jamais rencontré un seul Chinois de leur vie. Et donc, on n'était pas du tout dans une relation. Je n'ai jamais vu un ordre de Pékin ou quoi que ce soit. Ça nous a fait tordre de rire. Et les Chinois, d'ailleurs, avaient autre chose à faire que de nous donner des consignes. Donc, c'est important de... Vous êtes quand même allé 2 fois de suite à l'ambassade de Chine, 2 fois. Même. Pourquoi? Alors, je suis allé une fois pour prendre le thé, parce qu'on voulait rencontrer, je faisais partie d'une association franco-chinoise d'amitié, donc je suis allé une fois prendre le thé avec les Chinois et parler plutôt de la pluie et du beau temps. Et la deuxième fois, ça c'était plus politique, c'était en plein mai 68. J'accompagnais à l'époque le dirigeant maoïste de l'époque qui voulait expliquer aux Chinois qu'ils n'avaient rien compris à la situation locale et qui les a engueulés pendant 2 heures. Et les Chinois ont noté pendant 2 heures les récriminations de... C'est vrai, c'est assez folklore d'être maoïste en France en 68. C'est folklore, mais à la fois très sérieux. C'est-à-dire que le gauchisme en général, et pas seulement le maoïsme, y compris le trotskisme, les anards et d'autres, ont quand même beaucoup changé cette société. Moi, je suis toujours indigné quand on oublie que mai 68 et ce qui a suivi, c'est-à-dire toutes les années 70, ont contribué à ce qu'on soit aujourd'hui plus en liberté. Et quand je dis contribuer, ça veut dire que ce n'est pas nous qui avons fabriqué ça. Mais est-ce que vous imaginez simplement, et les gens qui ont 20 ans aujourd'hui, que mai 68 est notamment parti parce que les garçons ne pouvaient pas aller dans les dortoirs des filles à la fac.
C'est et vrai, qu'on ne ouais. pouvait pas mettre une affiche dans une fac sans se faire Ouais, cogner. ouais. Et qu'à l'époque, dès que vous aviez envie de protester, il y avait un flic qui était là pour vous frapper. Qu'il n'y avait aucune liberté Non, vous avez raison. C'est à la vrai que radio, à la télé. Tout le monde, a aujourd'hui oublié chante- ça. Tout le monde chante les louanges du général de Gaulle. Enfin, il faut se souvenir de ce que c'était du temps du général de Gaulle, quand même, avec la mère Yvonne et tout ça. C'était pas rigolo, c'est Et vrai. hein. rappelons, Ouais. puisqu'on est à la télé, qu'à l'époque du général de Gaulle, le présentateur du journal avait son téléphone directement relié au ministre de l'Information qui lui disait alors quels sont les titres du soir. Ouais. Donc c'était une situation bouclée quand nous avions 20 ans qui n'a rien à voir. La France d'aujourd'hui, sous Chirac comme à l'époque sous Mitterrand, était infiniment plus démocratique. Ça n'a Ouais. rien à voir avec ce que nous on a connu. Alors ensuite, vous vous établissez, comme on disait à l'époque, hein, c'est-à-dire vous devenez ouvrier agricole. Dans la Pourquoi vous salle. riez? Je m'imagine. Je vous vois ouvrier agricole dans la J'étais salle. même vaché porché. Ouais, en train d'aller expliquer aux masses paysannes comment se révolter. Non, mais les masses paysannes, comme vous dites, elles étaient tout à fait sioux. Moi, j'ai fait plus d'actions presque avec des paysans contre des cumulards, comme on disait, c'est-à-dire des gens qui se débrouillaient pour avoir plein de terres alors qu'ils n'en avaient pas le droit, Ouais. que dans les villes. Oui, vous faisiez, par exemple, vous libériez les chevaux de course d'un riche propriétaire. C'était des actions de l'époque. Hein. Et alors le mec sort sur son perron avec son fusil comme ça, et là d'un seul coup, vous voyez, ben voilà, quoi, il a perdu le pouvoir, il ne sait plus où il en est, ça vous fait beaucoup rire. C'était plutôt drôle, mais enfin, il pouvait aussi tirer, parce qu'il faut Ouais. pas oublier que c'est une période où de temps en temps, ça tirait de l'autre côté, pas Ouais, de l'autre, mais il ouais. ne faut pas oublier, par exemple, je dédie ce livre notamment à deux de mes copains, Gilles Totin et Pierre Auvernay, qui ont été tués. L'un précipité par une charge policière dans l'eau en 68, et l'autre en 72, flingué à bout portant par un vigile de Renault, de Ouais. la régie Renault à l'époque. Tout à fait. Alors, quand même toujours beaucoup d'humour, parce que votre chien s'appelait Yenan, qui est la localité où Mao a fait ses fameuses causeries sur l'art et la littérature. Donc il y a quand même toujours... Voilà, c'est ça quand même qui... Il y avait Je toujours vous sauve un peu. un Oui. petit... Vous sauve un peu, oui, c'est bien, Oui. disiez-vous, oui. Oui, oui. Alors, vous rentrez à Paris, et là, vous vous lancez dans la psychanalyse. Et je me suis retrouvé plutôt en l'air. Après la vie que vous avez un peu évoquée, j'étais plutôt paumé de revenir à Paris. 2 ans notamment d'ouvrier agricole. J'avais fait Normal Sup. Je me retrouvais après dans les campagnes. C'était pas évident de Pas se évident. retrouver à Paris après. Ouais. Et donc j'ai commencé une analyse et j'ai découvert une pratique qui m'a tiré d'affaire d'abord moi-même et qui me semble toujours jusqu'à ce jour une des pratiques les plus précieuses que nous avons à notre disposition. Et après, vous parlez de la télé. Il y a des pages savoureuses sur la télé, notamment une phrase que j'ai notée sur l'inutilité de la parole. Vous dites, vous avez aligné plusieurs phrases sans provoquer un éclat de rire ou une émotion de pacotille. Dans la régie, ça grimace et ça coupe. Gentiment, sans éclat, sans volonté consciente de censure, mais ça coupe. C'est la loi du genre. C'est bien, vous avez Et oui, bien mais compris. et vous savez bien que c'est exactement comme ça. C'est Ouais. que souvent les gens qui ne sont pas du tout à la télé ont l'impression qu'on est très machiavélique quand on travaille à la Ouais. télé. En général, pas du tout. C'est des gens simplement qui sont là, puis qui ont le sentiment qu'il faut un peu raccourcir. Comme par hasard, c'est le moment où vous avez développé un certain nombre de thèses qui pourraient choquer tel ou tel, mais c'est fait sans méchanceté. C'est pas l'époque justement de Gaulle, Pompidou, où on était... Ouais. Moi, ce que je trouve le plus habile à la télévision, je vais vous dire, vous le faites vous-même un petit peu, c'est pas vous qui le faites le plus, c'est d'inviter beaucoup de gens en même temps. Mais vous avez là quand même le talent de laisser les gens parler. Mais sinon, on vous invite 15 personnes sur un plateau. Et à peine vous avez commencé à parler que vous avez déjà empêché 14 autres personnes de Oui. parler. On vous dit, attendez, il veut parler, lui. Ouais. Et du C'est coup, vrai, ça. c'est pas la télé qui vous empêche de parler, c'est votre voisin, c'est-à-dire vous-même. Et Ouais. du coup, on vous dit, mais nous, on vous aurait bien laissé parler, mais vous avez vu, il fallait laisser parler les autres. Ça, c'est une C'est vrai, ruse de la télé Il classique. a tout vu. C'est très juste, c'est très bien vu. Très très bien vu. Alors vous parlez des animateurs de télé, vous dites qu'ils sont incapables de se libérer des prompteurs et des oreillettes inventés pour les domestiquer quand même. Oui, pourquoi ça, c'est pas Les le plus méchant domestiquer, que non mais les dit. domestiquer, le mot est violent. Il y a pas Franchement, de- vous n'êtes pas le plus visé en Ah, la d'accord, matière. d'accord. Vous êtes un peu visé aussi, mais pas le plus. Mais, vous savez, c'est pas pour ça que j'ai pas de la sympathie pour la télé. Oui, Je bah trouve oui, que vous êtes c'est- sans arrêt, J'y ouais. suis, je Ouais. suis plutôt content d'y être, mais c'est vrai que je voulais dire vraiment ce que je pense de la télé. Ouais, Je trouve c'est que bien dit, ouais. fallait C'est pas assez bien tourner vu. autour du pot. On me dit dans l'oreillette que cette partie de l'interview est terminée. Je suis désolé. Gérard Miller. Minoritaire chez Stock. Ah, il y a un truc, il y a quand même un truc. Le bouquin s'appelle Minoritaire. Bon, vous n'êtes pas tellement minoritaire quand même.
Moi, je me pense comme tel, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est qu'un majoritaire? Et je respecte la majorité, puisque je suis un démocrate, il faut bien voter, et donc la majorité doit être représentée. Mais un minoritaire, c'est quelqu'un qui n'a pas le sentiment qu'il doit plaire au plus grand nombre. Oui, d'accord, mais enfin, et à vos idées sont pas minoritaires, les idées que vous défendez quand même. Certaines le sont. Je me considère même que la psychanalyse vous êtes tolérant, vous êtes de gauche, vous êtes pour la démocratie. Enfin, c'est des choses qui sont couramment admises quand même. Je suis un peu plus à gauche qu'un bon nombre de gens de gauche. Je ne suis pas d'une tolérance folle. Par exemple, j'ai fait scandale dans une émission que vous-même produisiez, si je ne me trompe, en expliquant que n'étant pas journaliste, n'étant pas homme politique, je considérais qu'il y avait des gens avec qui je ne devais pas parler. On m'a dit comment, c'est pas bien, vous devez parler avec tout le monde. Eh non. Je considère que tout le monde a le droit à la parole, que tout le monde, bien évidemment, peut publier, écrire et vivre sa vie, mais que moi, comme citoyen, il y a des gens avec qui je n'ai pas à parler. On m'a dit, vous êtes intolérant, par exemple. Et votre frère, Jacques-Alain Miller, que vous aimez beaucoup. Beaucoup. Parce qu'il vous a beaucoup aidé dans la vie. Oui, parce que c'est un type formidable aussi. Voilà, quand il écrit dans La tendresse des terroristes, le bourreau terroriste est un enfant de cœur, un saint de vitrail, un ange pressé de se dépouiller de son corps, un idéaliste, un fou, pas une canaille. Il est beaucoup plus minoritaire que vous, là, sur le coup, votre frère. Il met l'accent dans un très beau texte, et évidemment que vous lisez comme s'il faisait l'apologie de quelque chose qui est absolument monstrueux. Il met l'accent sur le risque de la pureté. Il met l'accent sur le fait qu'il faut se méfier des purs et des trop purs. Et qu'on a vu ce que ça donnait, y compris dans la Révolution française, quand les gens étaient incorruptibles. Et il dit avec beaucoup d'humour que nous, qui nous plaignons à juste titre, que nos hommes politiques parfois ont la main un peu leste du côté de la caisse, ou vont coucher à droite et à gauche, il dit peut-être que c'est pas si mal, parce qu'au moins ils n'ont pas l'idée d'être aussi purs que le sont par exemple les barbares qui sont allés flinguer les tours new-yorkaises. Et donc il fait un texte sur le fait qu'il faut bien comprendre que derrière toute exaltation de la pureté, il y a toujours un risque profond. Je trouve ça assez juste. Vous défendez bien votre frère, là. Il m'a en grande partie formé. Mais je sais, bien sûr. Je considère que je lui dois beaucoup. Comme beaucoup d'anciens trotskistes ou d'anciens maoïstes, vous êtes pro-américain, bien sûr. Aujourd'hui? Oui. Écoutez, je me considère comme ayant suffisamment manifesté contre l'impérialisme américain et toujours prêt à le faire, et toujours prêt à m'opposer à la mondialisation et donc à être anti-mondialiste, qu'aujourd'hui, je n'ai pas eu la moindre hésitation. Moi, je n'aime pas, au moment où les tours sont touchées comme elles le sont, j'aime pas les gens qui disent Bush, bien sûr, ça n'est pas bien, Ben Laden, on ne peut pas les renvoyer dos à dos. Il y avait un moment donné... Que ça. Il y a Arlette Laguillet qui dit les Américains n'ont que ce qu'ils méritent. Je trouve ça monstrueux. Il faut dire les termes comme ils sont. Donc elle est restée à l'extrême gauche et pas vous. Écoutez, moi, je me considère tout à fait comme étant de gauche, plus ou moins qu'Arlette Laguillet, je ne sais pas, mais je me souviens en tout cas qu'il y avait un certain nombre de gens qui disaient plutôt Hitler que la guerre, plutôt ne pas choisir entre les Américains que les nazis, et il y a des moments où vous êtes obligé de faire des choix qui ne vous plaisent pas. Moi, ça ne me plaît pas, ce choix-là, et je le fais sans hésitation. Ce qu'on disait tout à l'heure avec Bernard-Henri Lévy, la phrase de Malraux, faire la guerre sans l'aimer. Ça, c'est la moindre des choses, mais en plus, faire la guerre à l'occasion avec des gens qu'on n'aime pas, malheureusement, et c'est vrai que je n'ai pas de sympathie du tout pour Bush, et que je n'ai pas envie de nuancer mon indignation. Vous êtes allié objectif de Bush aujourd'hui. Vous savez, c'est comme disait le général de Gaulle, moi qui ne suis pas devenu gaulliste après l'avoir tellement combattu quand j'étais étudiant. De Gaulle disait à juste titre que les Américains, on est souvent séparés quand ça va bien et qu'on se rapproche d'eux quand ça va mal. Et bien là, je considère que ça va mal et que c'est tout à fait important, notamment quand on est contre l'impérialisme américain, de savoir choisir son camp à certains moments. Et moi, je l'ai choisi, mais sans hésitation. Gérard, vous n'êtes pas minoritaire non plus sur ce coup-là. Sur ce coup-là, pas du tout, Dieu merci, oui. Gérard Miller, minoritaire, mesdames, messieurs.